L'équipe de votre émission Le Débat est très heureuse de vous accueillir cette semaine encore sur Eusaïe TV. Sur votre émission cette semaine, nous ferons un clin d'œil à la Cour pénale internationale avec en point de mire les différents départs de certains pays africains qu'enregistre ce tribunal international. Le Burundi, l'Afrique du Sud, la Gambie viennent de quitter le traité de Rome. À qui le tour? Quelles sont les raisons profondes de ces défections? Quelle est la procédure de ces retraits du traité de Rome? Et quelle est l'analyse de nos invités? Ce sera avec Ralmeg Gandaro que nous aurons les réponses à cette question. Ralmeg Gandaro est président de l'ONG Changement Social Bénin. Il est spécialiste en droits de l'homme et point focal Bénin de la coalition pour une cour africaine efficace. Monsieur Gandaro, bonjour. Bonjour. À ses côtés, M. Seytondi Clément Kakotiti, coordinateur régional pour l'Afrique de la coalition pour la Cour pénale internationale. M. Kakotiti, bonjour. Bonjour madame, merci de nous avoir invités sur votre plateau. 3 pays, le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie depuis ce mardi quittent la Cour pénale internationale. M. Clément Kakotiti, pourquoi ces départs? Je tiens d'abord à préciser que ces pays ont annoncé leur départ du statut de Rome. L'Afrique du Sud, et hier, le secrétaire général des Nations Unies a publié un communiqué pour le signifier à la face du monde. Seule l'Afrique du Sud, à ce jour, a déposé, comme prescrit par l'article 127 du statut de Rome, une notification écrite au secrétaire général des Nations Unies en vue d'annoncer son départ. Et ce départ ne prendra effet qu'au soir du 20 octobre 2017. Quant aux 2 autres pays que vous avez mentionnés, qui ont annoncé aussi leur retrait, nous avons le Burundi qui a adopté une loi, dans ce sens une loi promulguée le 19 octobre dernier par le président burundais. Et nous avons eu mardi, hier, avant-hier je crois, la Gambie qui a annoncé aussi sa volonté de se retirer du statut de Rome. Ce qu'il faut savoir, c'est un acte souverain que de se retirer d'une convention internationale. Et le statut de Rome l'a prévu en son article 127. Donc, c'est une chose normale. Ce qui n'est pas normal, ce que nous déplorons, c'est que ça soit fait maintenant par des États africains, des dirigeants d'un continent tout le temps en proie à des guerres, à des violences, à des crimes. Et nous parlons ici de crimes très graves. Nous parlons de crimes qui ont choqué la conscience humaine et qui ont amené les États du monde entier à se réunir pendant des années et à adopter le statut de Rome en 1998. La Cour pénale internationale, créée par le statut de Rome, devait être cette institution qui, avant tout, doit redonner espoir à toutes les victimes de toutes les atrocités. Nous regrettons cette décision de départ et nous espérons que le dialogue est ouvert. Le dialogue est ouvert avec les États partis pour qu'on puisse trouver une solution afin que le droit à la vie, le droit à la justice, le droit à la réparation soient des choses effectives sur notre continent africain. Voilà ce que je peux vous dire à l'entame de notre émission. Monsieur Gandaro, en tant que point focal Bénin de la coalition pour une cour africaine efficace, quelle analyse faites-vous de ces retraits, de ces décisions de retrait? Je vous remercie pour l'intérêt porté à ce sujet. Je remercie aussi M. Kakotiti Clément, coordonnateur Afrique de la coalition pour la Cour pénale internationale. Je crois bien qu'il coordonne toute une coalition d'ONG au niveau continental, dont Changement Social Bénin. Donc je suis très heureux de me retrouver en face d'un supérieur hiérarchique, disons, si on veut le dire, en cette parlant de justice internationale. Vous savez, la question du retrait des États du statut de Rome, est une question très préoccupante. Préoccupante, mais dans la réalité, elle vient confirmer en fait les douleurs que nous avons au niveau africain. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au niveau Afrique,
il y a eu une bactérie de mesures législatives. Législatives, disons, de tests juridiques, d'institutions, de protocoles, pour aller définitivement à un mécanisme juridictionnel au niveau régional, c'est-à-dire l'installation d'une Cour africaine de justice et des droits de l'homme. De 2008 à 2014, entre Chamelchais et Malabo, les chefs d'État ont marqué leur volonté à finalement installer cette Cour. Mais il y avait un biais. Et avec notre plaidoyer, les efforts des OSCE au niveau continental, ils conviennent de ce qu'il faut, mécanisme juridictionnel au niveau africain, mais qu'eux ne soient pas jugés par ce mécanisme-là. Et qui sera jugé par ce mécanisme? Les criminels de guerre, peut-être leurs opposants. Vous savez que même leur adhésion, pendant qu'ils adhéraient en masse au statut de Rome, ils n'ont pas cru en fait que ce mécanisme juridictionnel au niveau international serait fonctionnel comme il l'est actuellement. Et donc leur méprise sur la CPI les rattrape aujourd'hui. Parce que vous voyez au niveau national, c'est des gens qui échappent en fait à tout fonctionnement. Bien sûr. Et voilà. Et donc, ils ont, en y adhérant, il y a de cela 15 ans, il y a de cela 16 ans, il y a de cela 10 ans, ils ne croyaient pas en fait que c'est du sérieux et qu'on n'était pas dans la distraction. C'est devant la réalité qu'ils sont surpris de leur méprise. Et là maintenant, ils prennent des mesures. Mais je leur rappelle en fait que la justice a tout son temps. Toute la vie, s'il le faut. Toute la vie. Des enfants naissent aujourd'hui à Bujumbura et seront juges de Nkurunziza peut-être dans 30 ans, à 35 ans. Donc, il faut penser que c'est une fuite en avant de ce qui se fait là. Non, je pense que nous allons garder espoir que, quelle qu'en soit la lenteur que cela observera, que justice sera rendue aux victimes. Parce que nous autres, nous ne sommes pas dans les considérations géopolitiques en matière de justice internationale. La responsabilité pénale individuelle au niveau international des criminels de guerre, fut-il chef d'État, fut-il opposant, cette responsabilité pénale individuelle-là doit s'exercer pour tout au moins remettre la société disloquée ensemble. Parce que justement, vous ne pouvez pas impunément commettre des crimes et vous dire en fait que bon, c'est des questions de géopolitique, ça n'a pas de sens. Voyez les victimes, gardons les yeux rivés sur les victimes et exigeons justice. Et justice sera rendue tôt ou tard. Donc, qui échappe à la CPI, ce n'est que peut-être, encore que échapper, il vous le dira bientôt. C'est-à-dire que même leur retrait ne les exempte pas en fait de procédure devant la CPI. Donc c'est des faux fuyants. Donc si on vous comprend bien, c'est de la diversion et il faut rester très concentré sur les victimes et sur la soif de justice. Ça c'est notre credo, la soif de justice et les victimes qui appellent mobilisation de la société civile autour de leur situation pour que l'impunité ne soit pas en matière de crimes, des atrocités qu'il a citées tantôt. Donc quand on vous comprend bien, ce qui motive les chefs d'État africains à prendre cette décision, c'est la peur d'être jugés. Oui, c'est la peur d'être jugé et puis bon, finalement, ils surfent sur certaines légitimités de panafricanisme, tout ça là au niveau, et puis c'est une manipulation. Pourquoi ne pas finalement adopter la Cour africaine alors? Non, la Cour africaine, c'est du chantage. On vous donne un mécanisme régional, on vous donne un mécanisme juridictionnel au niveau régional, mais nous, ça ne nous juge pas. C'est le biais, c'est la différence qu'il y a. Mais la CPI ne leur donne pas cela. La CPI dit que leur statut, leur qualité ne les exempte pas de poursuite. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas entendre. Donc pour nous, c'est qu'il y a souvent un malentendu quand on va voter à chaque élection. C'est-à-dire, on perd de vue en fait qu'eux, ils savent qu'ils sont élus pour nous donner, pour nous assurer les droits fondamentaux, mais aussi pour avoir une licence de nous tuer. Et ça, on ne savait, mais ça, on n'a jamais su ça quand on va voter pour eux. C'est une fois maintenant au pouvoir qui nous rappelle que non, nous sommes là pour votre sécurité, tout, mais aussi là, nous avons une licence de vous tuer. Parce qu'il vous suffit de suivre les films. Moi, j'ai eu la chance. C'est-à-dire les films d'horreur en live, par rapport à Bujumbura, les films d'horreur en live, où vous échangez avec des victimes, ou avec des victimes collatérales. Et vous suivez des films de citoyens fuyant les balles, ceux qui ont tiré dans le dos. Il y a des choses sur lesquelles je crois que ça, j'en ai la chair de poule, ce n'est pas humain, c'est de l'inhumanité. Mais ça ne les gêne pas.
Et la Cour pénale internationale est un mécanisme complémentaire aux États sérieux. Maintenant, si eux-mêmes se décrètent non sérieux, en ne prévoyant pas les mécanismes juridictionnels et judiciaires de poursuite des criminels de guerre, des criminels de ce genre prévus par le statut de Rome, c'est qu'ils veulent en fait exposer la Cour comme étant une juridiction qui supplante leur souveraineté, ce qui est faux. C'est un faux débat, c'est un débat de manipulation qu'ils font sur la question. Monsieur Saïn Tonji Clément Kochichi, 2 questions en un pour vous. Quels sont les crimes que prend en compte la Cour pénale internationale et quelle est la procédure de retrait des États au traité de Rome? Oui, je le disais tout à l'heure en l'entame de notre émission, les crimes poursuivis par la Cour pénale internationale, ce sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Et aussi, depuis les amendements de Kampala, les crimes d'agression. Ce sont des crimes que la conscience humaine a compris qu'il faut reléguer dans les arrières de l'histoire. Nous avons eu le génocide rwandais, nous avons eu la situation en Yougoslavie, nous avons eu à chaque fois des tribunaux spéciaux pour juger ces différents crimes ou les auteurs de ces différents crimes. Mais aujourd'hui, la Cour pénale internationale se révèle comme cette institution qui est là de façon permanente. Je vous rappelle que les crimes devant la Cour pénale internationale, depuis qu'elle existe, depuis qu'elle est entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, que ces crimes-là sont imprescriptibles. C'est très important. L'autre chose que je tiens à dire, c'est que les auteurs de ces crimes, la plupart du temps, sont des chefs de guerre. Mais aussi, des personnes qui, de par leur responsabilité, peuvent empêcher que ces crimes surviennent, peuvent se retrouver devant la Cour pénale internationale. Il y a la responsabilité du chef, la responsabilité du chef supérieur qui peut les amener devant ce tribunal-là. La Cour pénale internationale, et j'en conclurai sur ce point, est cette cour-là qui donne la possibilité aux victimes de participer à la procédure. Mais un point très important du statut de Rome, l'article 1er du statut de Rome, rappelle à tous nos gouvernants du monde entier que la Cour n'est que complémentaire des juridictions nationales. Ça veut dire que la primauté des affaires doit revenir aux États, au niveau national. L'acte constitutif de l'Union africaine, puisque nous parlons de l'Afrique, des retraits des États africains, c'est toujours dommage qu'on soit les premiers à poser les fondements, les bases de ce qui est bien, mais qu'on soit les derniers à les mettre en application, ou qu'on soit les pourfendeurs de ce qu'on a mis ensemble. La constitutive de l'Union africaine, en son article 4, dit que les États ont la responsabilité de protéger leur population des atrocités de masse. C'est dans chaque constitution. Et que si ces États-là n'arrivent pas à le faire, la communauté internationale est en droit de le faire. En 2005, les États se sont réunis à New York pour adopter ce que nous avons appelé la norme de la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger, c'est que vous avez le devoir de protéger, mais également de poursuivre en cas de survenance. Maintenant, quelle est la procédure de retrait des États partis au traité de Rome? C'est ce qu'ils ont commencé par faire. Ils ont annoncé. Mais l'annonce ne suffit pas. Il faut passer maintenant à une notification écrite, déposée auprès du secrétaire général des Nations Unies, qui est dépositaire du statut de Rome. Ça, l'Afrique du Sud l'a fait. Par contre, le Burundi ne l'a pas fait. Par contre, la Gambie ne l'a pas fait non plus. Et donc, une fois que le secrétaire général des Nations Unies reçoit votre notification écrite, le décompte commence. Mais le retrait ne devient définitif que dans une année. Mais cela n'empêche pas, au terme de l'article 127 du statut de Rome, que les affaires, les enquêtes, toutes les procédures en cours pendant que vous étiez encore membre du statut de Rome, que ça se poursuive même à la fin du délai de 1 an, pour lequel il est attendu que votre retrait devienne définitif. Je dis ça et j'insiste là-dessus pour rappeler, et Ralmeg a insisté là-dessus, par rapport au Burundi, par rapport aux victimes burundaises. Je vous apprends
que le Burundi est sous examen préliminaire. Ça veut dire quoi? Face à l'inertie des gouvernants, face à l'inertie de l'Union africaine, et je le dis et je pèse mes mots. Vous pensez que l'Union africaine... L'Union africaine a pris une décision par rapport aux événements qui surviennent au Burundi depuis 2015, disant qu'ils vont déployer sur le territoire des soldats. Et le Burundi leur a répondu clairement et nettement qu'il va considérer cela comme un acte de guerre. Pourtant, l'acte constitutif de l'Union africaine permet l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Les États africains sont passibles. Les États africains n'agissent pas. Ce qui se passe en Afrique, notre malheur en tant que population, c'est que nos dirigeants se protègent entre eux. Ramega a rappelé l'immunité accordée aux chefs d'État, aux hauts responsables, disent-ils. Et au Bénin, permettez-moi, au Bénin, nous avons une haute cour de justice qui, depuis 25 ans, n'a jugé personne. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui amène peut-être la Cour pénale à se saisir. Le défaut de pertinence de la qualité officielle est une norme précisée à l'article 27 du statut de Rome. Votre qualité officielle ne vous empêche pas d'être poursuivi lorsque les crimes surviennent et que vous en êtes soit co-auteur indirect ou direct. Mais M. Kapochiti, les Africains se disent que c'est un tribunal taillé à leur mesure, alors que dans d'autres pays européens et d'autres pays du monde, il y a quand même des crimes. Nous avons 10 affaires. Nous avons 10 affaires, 10 situations devant la Cour pénale internationale. 5 ont été déférées à la Cour pénale internationale par les États partis. Je me rappelle ce jour de décembre 2014, devant moi, dans la salle de l'Assemblée générale des Nations unies, je voyais la présidente, l'ex-présidente centrafricaine, supplier la Cour pénale internationale de venir en Centrafrique. Je revois il y a quelques semaines, le président gabonais, par le biais de son ministre de la Justice, saisit la Cour pénale internationale pour dire « Venez voir chez moi, au Gabon, ce qui se passe depuis avril 2016 ». Le président Gabon... Actuellement, le Gabon est sous examen préliminaire à la demande du gouvernement gabonais. Je peux mettre à votre disposition les textes. Donc ce sont les Africains même qui font appel? Les Africains, sur les 10 situations qui sont devant la Cour pénale internationale, 5 ont été envoyés par les Africains eux-mêmes, par les États partis eux-mêmes. C'est pour vous dire ceci. On saisit la Cour de 3 manières. Rapidement alors. Quand vous êtes État parti au statut de Rome, vous pouvez saisir la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a fait le Gabon. Le Conseil de sécurité, que vous soyez ou non parti au statut de Rome, peut déférer une situation devant la Cour pénale internationale. C'est le cas du Soudan. Et Madame le procureur, avec l'autorisation des juges, peut, de sa propre initiative, commencer des examens préliminaires. Ça a été le cas du Kenya. Voilà, madame, la situation. Je voudrais terminer sur un point, si vous permettez. J'ai du mal à voir des Africains applaudir le retrait des États africains. Je voudrais les inviter. Je voudrais plutôt inviter chaque Africain à faire le deuil. Parce que lorsque les crimes surviennent, ce ne sont pas nos dirigeants qui sont atteints en premier. Ce sont nos sœurs qui sont violées. Ce sont nos frères qui sont tués. Ce sont nos biens qui sont détruits. Nous devons plutôt pleurer. Mais en même temps, nous devons exiger la dignité. Il est temps pour chaque Africain d'exiger la dignité. Parce que par rapport à la misère, par rapport à la souffrance, nous avons devant nous mépris et silence. Nous avons devant nous en retour, et c'est ce que nous offrent nos dirigeants africains aujourd'hui. Ils nous offrent l'impunité, ils nous offrent l'immunité. Ça doit cesser, madame. Ça doit cesser, c'est votre avis, M. Kapochiti. M. Ganaro, vous êtes spécialiste des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui déjà en tant que citoyen pour éviter de voir nos pays se retirer de la CPI, pour régler ce problème de soif de justice? Et qu'est-ce que nos dirigeants, ou tout au moins la CPI, devraient pouvoir faire pour éviter désormais que d'autres pays ne se retirent du statut de Rome? Je vais éviter de marcher sur la langue du coordonnateur Afrique pour la CPI, la coalition pour la CPI. Ce qu'il y a, c'est que nous autres, à tête de la société civile au niveau Afrique, le souhait en
notre niveau, c'est que nos États nous donnent des garanties de répression. Et puisque la garantie n'y est pas ici, puisque nos États nous donnent des garanties de répression. Non, ils sont souverains. Vous pouvez sortir de la CPI, mais au moins nous donner la garantie que vous avez pris les mesures. Le Togo n'est pas dans la CPI, mais le Togo, dans son code pénal, tout au moins au plan juridictionnel, a travaillé à la répression, au cas échéant, des infractions prévues au statut Donc en de termes Rome. clairs, c'est que les États africains doivent je vous donne le Bénin où nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas l'arsenal juridique et judiciaire si les situations prévues, les infractions, les atrocités prévues dans le statut de Rome survenaient à l'instant là que Dieu nous en préserve. Mais vous faites des plaidoyers pour qu'on puisse les intégrer. Je vous dis que à ce jour, ce n'est pas fait. Le plaidoyer qui dure 10 ans, ça pose un problème de volonté politique. Vous voyez, c'est-à-dire à ce jour, nous n'avons pas l'arsenal juridique et judiciaire au niveau national, au niveau du Bénin, pour réprimer les infractions prévues au statut de Rome. Il ne faut pas penser seulement que c'est des actes criminels sur les personnes physiques. Notre musée historique d'Abomey, je crois qu'il est classé patrimoine de l'UNESCO. Bien sûr. Si quelques individus, quelques dissidents dévotés sociaux se lèvent et vont incinérer notre musée d'Abomey, je vous dis qu'on n'a pas les textes de loi pour les réprimer, pour les sanctionner à justice. Non, on peut, non. C'est-à-dire, on va dire vandalisme, on va dire, oui, on va trouver des infractions, on va trouver des éléments légaux mineurs dans le code pénal en vigueur. Mais ils ne seront pas sanctionnés à hauteur de leurs crimes. Voyez-vous, c'est-à-dire, on ne peut pas, quand on a servi aux citoyens un tel vide juridique, quand on leur a manifesté un tel défaut de volonté, à réprimer des catégories d'infractions, dit du jour au lendemain que, après le jour au lendemain, le retrait de la CPI. Encore une fois, je reviens dire en fait que la CPI n'est qu'un mécanisme complémentaire, et ceci en respect à la souveraineté des États. Les États sont souverains. Donc chaque pays doit prendre ses responsabilités. Prenez vos responsabilités. Quand les Ivoiriens ont revu leur arsenal juridique et judiciaire, ils ont eu même jugé Simone Gbagbo, non? Bien sûr. Qui a été chercher Simone Gbagbo? Personne, ils ont eu même jugé Simone Gbagbo. Mais pendant qu'ils sortaient de guerre, où l'arsenal judiciaire était délabré, où les instruments juridiques qu'ils avaient ne répondaient pas des infractions commises pendant la guerre, ils ont dû solliciter la CPI pour connaître les cas de Laurent et les cas de Blé. Pour dire en fait que c'est un débat de manipulateurs. Ce débat-là, il faut le faire en ayant les yeux rivés sur les victimes, sur ceux qui ont soif de justice. Comment voulez-vous? Aujourd'hui, nous sommes allés, nous parlons de justice transitionnelle, nous parlons de vérité, réconciliation, de citoyenneté, ainsi de suite. Ça, c'est une réalité, effectivement. Parce que le Bénin n'a pas connu ça. Mais allez dans les pays où les gens ont connu ça, vous allez comprendre ce que c'est que habiter dans la même rue que quelqu'un, dans la même rue que ce n'est pas si incisif. Allez dans les pays qui sont sortis de guerre, vous allez comprendre ce que c'est que la fracture sociale. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bien de vivre ça. C'est pas bien. La justice, c'est ça qui permet au moins l'assurance. Comment je suis dans le quartier avec mon tortionnaire continue de circuler dans mon quartier, devant ma maison, alors qu'il y a de cela à peine 6 mois, 1 an, devant moi, il a violé ma fille, ma femme, tout le monde. Et on me dit qu'il est libre, qu'on ne le juge pas. Vous voyez, ça ne se comprend pas. C'est de l'inhumanité. C'est une insensibilité animale. Ça n'a pas de sens. Monsieur Kapotiti, il faut rendre justice aux victimes. Il faut réprimer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comptez faire à la CPI pour régler le problème, puisque vous parlez de dialogue déjà? Non, je tiens à préciser que je suis coordonnateur pour l'Afrique de la coalition pour la Cour pénale internationale. Je ne suis pas la Cour pénale internationale. De façon, mon travail consiste à faire un travail de plaidoyer en Afrique pour la ratification universelle du statut de Rome, mais également, et Rameg l'a rappelé, pour ce que la complémentarité soit chose effective dans nos pays, dans nos États. Qu'on adopte des lois nationales qui puissent nous permettre de juger, de poursuivre les auteurs des crimes lorsque les crimes surviennent. Dans nos pays. Dans nos pays, sur notre sol. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sur 34 États africains ayant ratifié le statut de Rome, uniquement 8 ont adopté des lois nationales de mise en œuvre du statut de Rome. Ça veut dire que mon travail
le travail que je fais au nom de la coalition doit se poursuivre pour que des organisations comme Changement Social Bénin, membres de la coalition béninoise pour la Cour pénale internationale, puissent amener les autorités béninoises, par exemple, à adopter une loi de mise en œuvre du statut de Rome. Mais je vais plus loin pour préciser quelque chose. Vous savez, la Cour pénale internationale ne juge pas l'Afrique. La Cour pénale internationale ne juge pas les États. La Cour pénale internationale, au thème de l'article 25 du statut de Rome, juge les individus. Les individus qui sont responsables de ces crimes-là de façon directe, mais qui auraient pu aussi, de par leur position, de par leur fonction, éviter que le crime survienne. Ces individus-là, qui au niveau national, ne peuvent pas être poursuivis parce que bénéficiant de l'immunité. L'immunité, Madame Léa, l'immunité, c'est le crime de demain. Parce qu'égale à tout simplement de l'impunité. Ce sera votre conclusion. Ma conclusion, c'est un mot d'espoir. Espoir pour toutes ces personnes violentées, toutes ces personnes violées, toutes ces personnes meurtries. Pour leur dire que l'aube se lèvera sur l'Afrique un jour. Que la volonté des princes aujourd'hui se fait. Mais un jour, si vous continuez à ne pas regarder les victimes, lorsque vous applaudissez, lorsque les dirigeants décident de se protéger, de se murer, un jour, les victimes vont vous regarder. Et je dirais aux victimes, qu'elles soient décédées ou qu'elles aient aujourd'hui des séquelles, je leur dirai tout simplement que l'espoir est permis, que la cour est permanente et que les crimes devant la cour resteront toujours imprescriptibles, malgré les départs, malgré les retraits. Voilà ce que je tenais à dire. Ralmed Ganaro, conclusion. Merci, ça s'est très vite passé. Pas le temps passé. Non, je vais juste exhorter surtout les médias comme vous à ne pas céder à la manipulation. Parce que par ces temps qui courent, vous assistez au niveau africain, au niveau de chaque pays, à une manipulation de l'opinion. Du coup, vous voyez un regain de souveraineté, vous voyez des souverainistes, vous voyez des panafricanistes, vous voyez, c'est de la manipulation. Il ne faut pas amener la question sur le terrain de la géopolitique. On dit, mais Sarkozy n'a pas été jugé, et Bush n'a pas été jugé, et Hillary n'a pas été jugé, et ça n'a pas de sens. Et Sarkozy a tué des Français. Est-ce que Cameroun a tué des Anglais? Est-ce que Hillary a tué des Américains? Vous vous levez, vous. Des gens se mettent en rang les dimanches ou les samedis dans nos pays et vont voter pour vous. Et une fois qu'ils votent pour vous, histoire que leurs droits économiques et culturels soient garantis, vous vous muyez en killer. Et vous n'avez même pas gêné de tuer de vos frères comme ça, mais c'est animal. Vous le faites et vous manipulez notre opinion sur des questions, des considérations géopolitiques. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, il faut qu'on aspire à la civilisation. Depuis 1945, l'Europe n'a plus assisté à ce à quoi on a assisté ces derniers jours sur le continent africain. Les Européens sont revenus à l'humanité. Il n'y a plus d'abattage comme ça en pleine rue dans une capitale européenne. Voyez-vous, donc c'est à ça qu'il faut aspirer. Il faut aspirer à une civilisation humaine. Cessons d'être animal à travers, c'est-à-dire le comportement auquel on assiste aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est à vous, des médias en fait, de nous aider à désintoxiquer l'opinion publique au niveau de nos pays et au niveau africain. Les chefs d'État manipulent. Il y a de la manipulation sur la question de la CPI. La CPI les respecte sérieusement. Les engagements qu'ils ont pris préservent vraiment toute leur souveraineté. Et la CPI n'attend d'eux que la complémentarité, qu'ils prennent leurs responsabilités. Mais puisque derrière leur arrière-pensée, il y a toujours, à la veille de chaque élection, ou au lendemain de chaque élection, ou à chaque élection, les tripatouillages électoraux, ou les falsifications de constitution, tous ces relents-là sont toujours en eux, et ils se réservent quelques licences de tuer. Et ça, là, il faut que les gens comprennent ça clairement. Ce n'est pas un débat géopolitique. Le regain souverainiste, le regain panafricaniste, ça n'a pas de sens. C'est de la manipulation de l'opinion. Il faut donc éviter de manipuler l'opinion, éviter de manipuler les populations, les victimes de crimes de guerre, d'agression et de crimes
contre l'humanité réclame justice et chaque acteur doit veiller à protéger les populations et chaque État surtout doit veiller à protéger ses populations en adoptant des lois nationales pour juger les citoyens auteurs de crimes. Seule manière d'éviter d'être jugé par la Cour pénale internationale qui n'est que complémentaire des juridictions nationales. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat du jour. Nous espérons avoir tout au moins éclairé votre lanterne. D'ici là, prenez soin de vous. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné, l'équipe de réalisation, l'équipe technique. D'ici là, prenez soin de vous, gardez vos positions d'écoute. Vous êtes sur EZAI TV.